Et dans cet épisode, je reçois Greg, un multi-entrepreneur qui a lancé une marketplace de seconde main dans le sport. Greg a été précurseur dans le domaine de la création de sites web. Il nous partage tout le succès qu'il a eu du passage du Minitel à Internet, mais aussi de la création d'un média avec plus de 10 millions de visiteurs par mois. Il nous parle dans le podcast de toutes les méthodes qu'il utilise pour réussir à se démarquer de ses concurrents sur le web et que vous pouvez vous aussi appliquer sur votre business. Je vous laisse avec l'interview, on se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Greg. Merci Greg d'avoir accepté mon invitation. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Bon, alors, je m'appelle Greg et je suis ingénieur informatique et passionné de sport. Et dans ma vie professionnelle, j'ai voulu allier les deux. C'est pour ça que j'ai voulu, dans un premier temps, travailler dans une boîte sportive et puis après, créer ma propre société qui travaille principalement dans le sport et maintenant encore plus avec ma nouvelle activité dans les plateformes de C2C. Ok, génial. Bon, on va y revenir dans la deuxième partie du podcast. Si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer quel type d'élève t'étais? Un élève assez sérieux, passionné de sport, donc très penché sur les activités sportives, donc beaucoup de foot, beaucoup de tennis. J'ai essayé pas mal de sports. J'ai eu un parcours assez classique avec un bac C option maths que j'ai eu assez facilement, on va dire. Ensuite, j'avais été pris dans des écoles que je pouvais faire, mais j'ai préféré, moi, suivre mes potes à Montpellier plutôt que d'aller à Nîmes. Et donc, j'ai préféré prendre le choix de faire un UT informatique et terminer bien classé pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur. C'est ce que j'ai réussi à faire. Moi, j'avais l'avantage d'être passionné d'informatique et de développement. Et j'avais mon père qui était aussi informaticien. Et donc, très tout petit, dès l'âge de mes 3-4 ans, je faisais mes premiers programmes informatiques. Donc, c'était assez facile pour moi à l'IUT de travailler et d'être bien classé parce que j'avais déjà cet avantage de développeur informatique. Donc, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai réussi à intégrer une école d'ingénieur. Et c'est pour ça que je suis allé jusqu'au bout de mon parcours d'école d'ingénieur comme ça. Ok. Tu avais quelle vision de l'entrepreneuriat à ce moment-là? Tu as des personnes qui t'inspirent autour de toi, que ce soit des membres de ta famille, des amis, des proches? Ouais, bien sûr. Mon père était aussi informaticien. Ma mère est enseignante et mon père a développé sa propre société qui informatisait les magasins et qui était un des premiers à passer les codes articles sur les caisses pour gérer le stock, pour gérer tout ça. Et donc, j'ai été baigné, moi, dans ce monde de l'informatique, ce monde de l'entrepreneuriat. Et j'allais, moi, pendant mes vacances, l'aider à développer des choses, voilà, à faire plein de trucs avec lui. Donc, oui, j'ai eu le goût tout de suite de monter ma société. Si j'avais pas travaillé avec lui, enfin, si je travaillais avec lui, ou j'aurais monté ma propre société. Donc, c'était vraiment mon idée de faire ça dans l'informatique et d'allier la passion du sport que j'avais aussi avec mon père, donc le foot, mais aussi tous les autres sports, quoi. Ok. Tu avais d'autres passions à part le sport et du coup l'informatique quand tu étais jeune? Les sorties, les potes, sortir à droite à gauche, voilà, mais sinon, non, principalement, c'était vraiment sport et sport informatique. C'était, voilà, je baignais là-dedans, quoi. Ok. Par rapport à l'argent, c'est un sujet qui peut être tabou dans notre société, Ouais. etc., mais qui est très important pour moi et dans la vision d'un entrepreneur, j'aimerais bien savoir quel rapport tu avais à l'argent quand tu étais jeune, donc plutôt au niveau de l'adolescence, Ouais. et savoir le changement qu'il y a eu par rapport à maintenant. Alors, j'ai vécu, moi, dans une famille on n'a jamais eu de problème d'argent. On n'était pas riches, on n'était pas, voilà, on a toujours bien vécu, donc pas trop de problèmes avec l'argent. Et moi, moi, dans mon idée aussi, c'était pas non plus de devenir très riche, d'avoir une très grande réussite. C'était de bien vivre ma vie, bien gagner ma vie et faire ce que j'aime. C'était hyper important. Donc, travailler dans le sport, travailler dans un métier que j'aimais, de développer, et aussi avoir cette liberté quand on est chef d'entreprise de ses horaires. Donc, on peut arriver très tôt. Alors, ça veut pas dire qu'on travaille moins, mais on va arriver très tôt, finir très tard, mais se donner le temps d'aller faire du sport entre midi et deux, de partir plus tôt pour aller courir ou pour faire du vélo. Voilà, je voulais avoir cette liberté-là, tout en sachant que et voilà, gagner bien ma vie, mais pas non plus. Voilà. Moi, le plus important, c'était voilà d'embaucher, d'avoir une équipe autour de moi qui aimait ce qu'il faisait, qui aime ce qu'il fait, et voilà que tout le monde se sente bien.
et voilà, de gagner bien sa vie normalement, mais voilà, c'est Surtout la liberté, la finalement, liberté, voilà, dans ce choix d'autant, d'entreprendre, quoi. voilà. Ouais. C'est vrai qu'on n'entreprend pas pour travailler moins, parce que quand on est Non, entrepreneur, je pense qu'on travaille beaucoup, beaucoup plus, mais on travaille pour soi, donc on c'est travaille d'une ça. manière différente, et il y a d'autres challenges qui sont aussi intéressants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'IUT? Il y a des personnes qui sont au niveau, enfin scolairement, entre 17 et 18 ans, qui Ouais, se demandent ce qu'elles vont faire après. Tu as choisi ça parce que tu voulais suivre tes potes à Montpellier, c'est ça. mais j'imagine que ça t'a appris plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bah, moi, je voulais faire ça aussi parce que je voulais rentrer dans le vif du sujet, hein. Je voulais pas faire des études théoriques. Je savais que je voulais faire de l'informatique et du développement. Et donc, c'était moi la meilleure voie. Et puis, il me fallait aussi quelque chose de cadré. Je suis quelqu'un de très scolaire. Il me fallait pas aller à la fac où j'étais livré à moi-même avec des amphis, des cours. Là, l'IUT, ça reste quand même très scolaire, très lycée, des cours, des partiels. Voilà. Donc, moi, c'était hyper important pour moi, pour mon développement et puis pour ma façon de travailler. Donc, et après, ça m'a permis d'apprendre, voilà, d'approfondir mes connaissances en informatique, de développer un peu plus de connaissances, notamment au niveau comptabilité, au niveau anglais, au niveau maths, ce qui était hyper important pour l'informatique. Et donc, ça m'a permis de faire ça et après d'intégrer une école d'ingénieur pour pousser un peu plus loin dans l'apprentissage informatique et puis aussi de l'entrepreneuriat et puis tout ce qui est un ingénieur. Ok. À quoi ça t'a servi tes études aujourd'hui dans ce que tu fais? Bah, ça m'a permis déjà d'approfondir un peu plus ma façon de travailler, d'avoir une méthode de travail, d'être curieux. C'est ce qu'on t'apprend à l'école d'ingénieur. C'est être curieux de tout, bah, surtout dans l'informatique, hein. Moi, quand je commençais à développer, donc c'était en 99, donc c'était même avant 2000. Donc on développe plus du tout avec les mêmes choses, donc on peut pas se laisser euh, passer par le temps et ne pas avoir, enfin, sans arrêt être en évolution, être en apprentissage. Et ça, c'est ça, l'école nous a permis d'apprendre ça, quoi. Ok, génial. Tu fais des stages durant cette période-là? Tu as Ouais. des premières activités, des jobs étudiants? Ouais, j'ai fait. Alors, j'ai commencé des stages, moi, dans dans l'entreprise de mon père, quand j'étais déjà au lycée, parce que j'aimais ça. Et après, à l'IUT, j'ai fait un stage par année. Là, je les avais fait dans l'entreprise de mon père. Et quand je suis arrivé en école d'ingénieur, alors, le destin a voulu que j'aille dans une autre société et que je découvre une société qui s'appelait Chronotechnologie à l'époque. Donc, j'ai fait mon premier stage de deuxième année dans cette société. Elle faisait quoi cette société? Et alors, cette société avait été une des premières agences de web marketing, parce qu'on Ok. était en 1999. Et elle avait aussi un service Minitel. Alors, je ne sais pas à quel âge de l'écoute, mais bon, les services Minitel, si les Entre gens 20 connaissent. et 30 ans, Alors, donc tout le monde ne connaît pas le ouais. Minitel, l'ancêtre de l'Internet. Et ce service Minitel, il y avait un service qui s'appelait le 3615 Chrono. Et ce 3615 Chrono, c'était quelque chose qui permettait aux gens d'aller voir tous les résultats de tous des sports mécaniques. Donc, de la F1, du rallye, de la moto, mondiaux, championnat de France, etc. Et mon patron, à l'époque, avait déjà senti que le Minitel allait mourir. Et quand c'était la principale source de revenus, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a vu qu'il y avait Internet. Moi, il m'avait pris en stage pour faire toute autre chose. Et je me souviens encore, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, tu maîtrises Internet. Donc moi, j'en avais fait un peu avec mon père, parce que justement, pour informatiser quelques magasins. Et je lui avais dit, oui, oui, je connais, je sais pas. Et il me dit, est-ce que tu arriverais à modifier le service Minitel, là, à me le transformer en site internet, parce qu'il pensait que c'était l'avenir. Et c'est comme ça qu'avec d'autres personnes, là, pendant mon stage, j'ai commencé à développer le site qui s'appelait F1 Live. Et on a transformé justement ce 3615 chrono en F1 Live. Et à la fin de mon stage, il est venu me voir en me disant t'es en deuxième année, comment on fait parce que je veux te garder. Et j'ai dit, moi, il me reste ma troisième année d'école d'ingénieur, je peux pas, j'ai arrêté mes études comme ça. Et je lui dis, il y a un moyen, c'est que tu m'embauches maintenant. Je viens le mercredi, je viens pendant les vacances, je viens le week-end, les soirs. Je continue à développer, mais par contre, tu me fais une lettre pour faire sauter l'armée. Parce qu'à l'époque, je devais Ah encore oui, partir à il y avait l'armée le service militaire. avec le Exactement. service militaire. Et donc, il m'a fait une lettre qui m'a permis, comme quoi il m'engageait en CDI, que j'avais un CDI, et comme quoi je n'allais pas à l'armée. Donc, je suis resté là. Dans la société. J'ai terminé ma troisième année d'école d'ingénieur, mais qui se terminait en février, parce qu'il y avait un stage de 6 mois après à faire. Donc j'ai continué dans cette société. Et voilà. Et après, j'ai continué mon parcours dans cette société, et on a développé le site F1 Live, Rally Live, Moto Live, qui est devenu leader mondial des sports mécaniques sur Internet. Donc Ah là, ouais, génial. après, il a monté une grosse équipe, hein. Il y avait déjà des journalistes, il a été racheté par LVMH,
Donc voilà, ça s'est monté très très gros jusqu'à temps d'être racheté par ESPN, quoi. Une belle aventure finalement, quasiment entrepreneuriale, parce que c'est vrai que tu as tout monté de base et tu as vu, je Ouais, pense, le principe, sans en c'est ça. tirer 100% des bénéfices, parce que c'est pas toi qui étais à À la commande, l'initiative ouais. de base. Mais c'est génial comme première aventure. Ouais, c'était pas mon idée, hein. Moi, j'ai suivi. Après, il a étoffé les équipes pour tout faire là. Mais voilà, j'étais, enfin, à la genèse du site, j'étais Ok. là pour bah, apporter mon savoir-faire. Et après, très rapidement, j'ai été directeur informatique de cette société. Et donc, on a pu Hmm. évoluer comme ça, quoi. C'est vrai que je me rends pas compte, moi, de la complexité que c'était de passer du Minitel à Internet. Aujourd'hui, sur Wix, pour en citer qu'un, on crée un site Internet en 15 minutes facilement, bon, qui ressemble pas à grand-chose des fois, mais des sites Internet très facilement. Ouais. Là, c'était très complexe de passer... Ah ouais, ouais, parce que là, c'était sur des très très vieux serveurs. Pour vous dire, les serveurs, on était obligé d'aller faire le ménage dedans avec un aspirateur tous les 15 jours. Moi, je suis allé le soir du réveillon de l'an 2000, donc du passage à l'an 2000, hein, qui était craint par beaucoup de personnes. Ouais. Je suis allé, moi, au bureau à minuit 5 pour savoir si les serveurs avaient bien passé l'an 2000. Enfin, ouais, non, c'était une autre époque, hein. Il fallait cadrer les textes sur 80 caractères pour que ça passe sur un mini écran en noir et blanc. Et c'était du langage donc C à l'époque avec des scripts qui généraient. Voilà, c'était vraiment laissez pas les bases de données qu'il y avait maintenant. Voilà, c'était quand même un langage complexe. Donc il a fallu en plus ce premier développement, c'était de maintenir ce qu'il y avait sur Minitel. Et donc, les outils utilisés par les journalistes, hein, qui écrivaient leurs articles sur le Minitel, c'était prendre toutes ces infos-là et les transformer en site internet. Donc, et après, quand on a coupé le Minitel, c'est là qu'on a migré sur le développement d'une nouvelle gestion pour les Ok, journalistes, quoi. Mais donc, il a fallu ouais, faire cohabiter les deux au début, quoi. ça marche. Et tu restes combien de temps dans cette boîte? Je signe en 1999 et elle est revendue à ESPN en 2009. Ok, Donc, je reste 10 ans. 10 ans. Et donc tu pars au moment où, de la Ouais, ouais. vente. Bah, la ESPN proposait pas vraiment des choses hyper intéressantes, puis ils ont tout délocalisé après en Angleterre. Ok. Donc moi, je préférais rester et c'est là que j'ai décidé de monter ma société. Et tu montes quoi du coup comme société? Bah, alors j'ai pris le modèle, hein, que j'avais eu avec la société. Donc là, moi, j'étais plutôt fan de foot que de Formule 1. Donc j'ai reproduit le modèle déjà en créant mes premiers sites de foot en 2000. Donc je les avais créés un peu avant, c'était en 2005. Tout ça en partant pareil avec des potes. On avait un pari entre nous sur le foot et puis on voulait avoir les infos de chaque club. Donc moi, j'avais développé un site internet où j'agrégeais toutes les infos de tous les autres sites et je le distribuais sur la page. Et puis après, quand on cliquait, bah, on allait sur le site de l'équipe, sur le site de... Ok. Voilà, j'étais un des premiers agrégateurs de sites de foot et ça a marché comme ça. Ça a bien pris, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement. Et donc, bah, en 2009, quand ça s'est arrêté, j'ai dit, allez, feu, je pars là-dessus. Et j'ai embauché mes premiers journalistes pour développer notre propre contenu. Et en même temps, bah, comme j'avais cette compétence de développement informatique, j'en ai profité bah, pour faire une agence web pour développer des sites ou des applis mobiles pour des clients. Ok. Donc là, avec des clients plus tournés sport, parce que je voulais quand même rester dans le sport, quoi. On va y revenir juste après, mais pour Ouais. revenir sur la première activité comme ça, c'était quoi le but d'être agrégateur de site internet? C'était quoi le modèle financier? La pub. Là, c'est typiquement la pub. Et le pourquoi de l'agrégateur, c'était que moi, je me retrouvais pas. Et avec nos potes, enfin, on voulait avoir toute l'info de tout le monde. Et puis, on avait besoin d'aller sur tous les sites pour avoir les infos. Et moi, je me suis dit, bah non, je vais faire un site où je vais regrouper tous les sites de tout le monde, enfin, toutes les infos de tout le monde. Et puis, on aura tout sur la même page. Après, qui est arrangé, mais on aura toutes les infos de tous, par club, par ligue, par championnat. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter bah, le site qui s'appelle Made in Foot maintenant. Ouais. Et sa déclinaison par club, Paris, Marseille, Monaco, Bordeaux, enfin toutes les grandes équipes. Et parce on était chacun supporter d'un club, donc chacun avait son site pour aller voir ses news agrégées, quoi. Génial. Et c'est quoi du coup les métriques sur un site internet comme ça? Combien de visiteurs tu avais par mois, par jour? Je sais pas quelle métrique dont tu parles de ces choses-là. Et combien ça a rapporté par rapport à ça? Alors là, on est parti au début. Alors au début, c'était vraiment un site où il n'y avait pas de pub. On rapportait de 2004-2005 jusqu'à 2009. C'était vraiment un site pour les potes. Hmm. Mais j'avais branché un analytique et il n'y avait pas que mes potes qui allaient dessus, quoi. Ça montait, on faisait rapidement 100 000 pages vues par mois, et puis ça, enfin 200 C'est 000, énorme. 300 000, ouais. Hmm. Et ça, en fait, ça a pris. Moi, je me suis intéressé à ça et ça m'a permis aussi, bah, avec mon expérience de la société d'avant, enfin, d'avoir des notions de référencement, d'avoir des notions. Et puis à l'époque, il n'y avait pas tous ces sites-là.
Donc c'était facile de se faire une place sur les premiers. Voilà, on tapait foot, on sortait premier sur Google. Donc bon, avant c'était pas Google le maître, hein, c'était Yahoo. Ouais. Il fallait être sur Yahoo. Donc on sortait aussi sur Yahoo. Et donc on a commencé comme ça. Et je faisais pas de revenus puisque moi j'avais mon salaire à côté. C'était T'es pas vraiment, dans ce but-là au c'était début. pas dans ce but-là quoi. Mais après, Ok. quand en 2009 on était racheté, que j'ai senti que on n'allait pas rester et que ça allait être localisé, ben, je me suis dit bon, là, attention, faut que je transforme ce système en machine commerciale. Et c'est que là que j'ai commencé à monétiser le site internet de foot. Alors pareil, la monétisation, c'est quelque chose que je connaissais excessivement bien puisque F1 Live, Rally Live, qui était leader mondial de Formule 1, ne vivait exclusivement que par la pub. Donc je connaissais bien le monde des régies, le tagage publicitaire, voilà, tout ça, c'était des notions que j'avais. Donc j'en ai profité, moi, pour le mettre en place sur mes sites de foot. Et tu peux nous donner des métriques qu'il y avait avant et comment elles sont aujourd'hui, comment elles ont évolué? Là, on était voilà 100 000, 200 000 pages vues mensuellement. Là, actuellement, on est à plus de 10 millions Ah de ouais. pages vues mensuelles, Hmm. avec 4, entre 3 millions 5 de visiteurs uniques. Ok. C'est des sites qui marchent vraiment bien. On a C'est des énorme, ouais. sites de foot et applications mobiles. Donc, on fait à peu près la moitié. On fait 5 millions de pages vues sur le web, 5 millions de pages vues sur les applications. Ok. Et alors, on a les applications déclinées par club et on a le site de Made in Foot et le Made in Foot décliné en 8 clubs Ok. principaux. Et là, par contre, on a des journalistes. Hein, on n'est plus agrégateur de contenu. J'ai transformé le modèle. On a vraiment des journalistes avec leur carte de presse et qui écrivent quotidiennement, 7 jours sur 7 et on suit vraiment toute l'actu, quoi. Ok, génial. Et en pareil, en termes de métriques financières, Ouais. maintenant, c'est quoi l'évolution qu'il y a eu? Est-ce qu'elle est proportionnelle au nombre de visiteurs ou depuis le début d'Internet, le coût de la publicité a quand même baissé? Ah, ça n'a rien à voir. Ah ouais, donc, si c'était proportionnel, Ça on serait serait bien. très très riche. Mais ouais, non, mais pour vous donner un exemple, en 2000, alors quand je travaillais pour la boîte qui s'appelait Racing Live avec les sites de Formule 1, une bannière au CPM à l'époque, je sais pas si j'explique ce que c'est un CPM. Ouais, explique tout avec Ouais, un plaisir. CPM, c'est un coût pour 1000, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une pub est vue 1000 fois, on va toucher une certaine somme. Là, à l'époque, ça pouvait aller de 10 à 15 euros du CPM, là où maintenant, si on est à 1 euro, c'est bien vendu, quoi. Ouais. Donc on a divisé par 10 le montant du CPM. Donc c'est pour ça aussi que maintenant, on peut voir le nombre de publicités fleurir sur une page web. On va se retrouver à 5, 6, 7 pubs, où à l'époque, il y en avait que 2, donc on n'était pas mangé par la pub. Mm. En fait, c'est cette diminution du coût du CPM et l'arrivée de tous ces moteurs, de tous ces robots qui ont permis voilà, les enchères, etc. On nous avait promis, nous, ça allait monter, valoriser la pub. En fait, ça avait fait tout l'effet inverse. Ça a baissé le coût du CPM. Donc maintenant, pour compenser, les sites ont besoin de rajouter des pubs. Donc on se retrouve avec des guirlandes de Noël en fait sur les sites web. Et alors les gens comprennent pas, c'est chiant. Ils mettent des bloqueurs de pub. Et plus on met des bloqueurs de pub, moins on a de CA. Donc plus on rajoute de la pub. Enfin voilà. Mm. Le consentement, le suivi du tracker, tout ça, ça a tendance à faire baisser la pub. Et si on baisse la pub, les seuls moyens de revenus des sites internet qui offrent quand même du contenu gratuit, c'est de se rémunérer par la pub. Et ben là, ça pose un problème. Donc on rajoute encore de la pub. Donc en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Si on retrouvait des CPM intéressants, on n'aurait Mm. plus que 2-3 pubs sur un site internet. Ça serait peut-être déjà plus lisible, quoi. Et t'as pensé à une version payante sans publicité? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Alors, il faut une plus-value pour faire une version payante. Nous, c'était un modèle qu'on avait mis en place dans mon ancienne société pour la F1, parce qu'à l'époque, on était les seuls à retransmettre en live texte. Donc, on pouvait avoir, là, on avait vraiment un moyen d'avoir une version premium, donc avec des photos HD, parce que les gens, ils collectionnaient les photos. Voilà, donc ça, on avait vraiment. Là, maintenant, c'est compliqué. Déjà, il y a beaucoup de concurrence. Il y a des très, très gros médias qui Mm. font déjà ça. Donc, et puis maintenant, la consommation du web a aussi énormément changé. C'est-à-dire qu'avant, on était attaché à son site web. On avait des utilisateurs fidèles de Made in Foot, ils revenaient, machin. Alors que maintenant, la consommation, elle vient par Google, elle vient par Discover. On va taper un mot-clé, c'est le premier qui sort, sur lequel on va aller sur le site. On n'est plus attaché. Alors, on a encore quelques fidèles, mais
sur des sites comme le foot. Voilà, on va venir par mots-clés, on va venir par les réseaux, on va venir par Twitter, on va venir par d'autres choses comme ça, mais on n'est plus fidèle à un site quoi, comme on était avant. Quoi. Ok. Donc voilà, faut se battre pour le référencement, pour Discover. Donc Dès qu'il y a une news, la sortir la plus rapidement c'est ça, possible avec le meilleur mot-clé et tout à fait. limite faire un peu le buzz sur les Voilà, réseaux c'est sociaux pour ça. alimenter. C'est ça, et donc là, et aussi, voilà pourquoi on vient depuis des années à ces titres qui arrivent, qui sont, alors je vais dire putaclic, parce que, Bien sûr, mais ouais. en fait, il faut se battre parce qu'en fait, l'algorithme de Google, l'algorithme de Discover maintenant, va détecter que il va y avoir un afflux de clics sur une news. Et là, Discover va se dire, oh là là, attention, il y a un afflux de clics, qu'est-ce qui se passe? Il y a une actu qui fait le buzz, hop, il va la remonter. Et donc là, Mm. quand il la remonte lui, on va passer de 10 000 vues à 200 000. Mm. Donc ça change tout. Donc c'est pour ça Faut que c'est jouer avec là. les règles du jeu finalement, C'est ça, de l'algorithme de c'est Google ça. et de ce que veulent les gens parce que Voilà, tout à fait. c'est du putaclic qui Voilà. fonctionne sur ces Ouais. médias-là. Mais Ok. après, c'est surtout ça déceptif pour les gens parce que les gens se retrouvent derrière avec une annonce énorme sur un titre, puis derrière, quand ils lisent, ils se disent, ouah. Donc nous, on Ils ont- essaye quand ouais. même d'avoir un juste milieu là-dessus, de rester un média sérieux et pas se discréditer là-dessus. Et Ok. quand on a des journalistes encartés aussi, ils font hyper gaffe puisqu'ils signent leurs actus, donc ils veulent pas être associés aussi Forcément. à ça. Mm. Donc nous, on essaye de faire gaffe à ça, quoi. Ok, très bien. Hyper intéressant. Est-ce que tu peux revenir aussi sur l'agence de communication Ouais. que tu as créée? C'était quoi le but de la créer au départ et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Le but de créer l'agence, voilà, c'était d'avoir un complément parce qu'on pouvait pas forcément vivre entièrement de la publicité sur les sites web. Donc l'agence de com, c'était vraiment pour voilà d'avoir développé des sites ou des applications mobiles pour des gens ou des projets qui nous intéressaient. On n'a jamais eu une activité commerciale dessus. C'était des demandes entrantes ou des gens avec qui on a géré. Donc notre premier client, ça a été le FIS à Montpellier. Ok. Et donc, on a développé pour eux leur premier site internet avec toute la déclinaison de sites qu'ils ont eu avant. Alors maintenant, ils se sont reconcentrés sur fis.fr. Alors, ils ont confié ce site à une autre agence depuis, mais on a été les premiers, nous, à développer toute leur back-office, c'est-à-dire toute la gestion des événements, la gestion des pages pour les juges pour noter pendant le FIS qui renvoie au serveur. Voilà. Et ça, c'est une solution qu'ils utilisent toujours. Donc, on travaille toujours en ce moment avec le FIS sur cette partie-là. Inscription, détail des compétitions, et puis feuille de juge où ils tapent avec leur tablette, leur iPad pour rentrer les résultats. Donc ça, c'était un premier client. Et après, on a décliné sur d'autres clients dans le monde du sport. Donc, on a eu des salles de sport. On travaille avec l'entreprise qui s'appelle 0D. Je ne sais pas si vous connaissez 0D. Non, ça me dit C'est rien. le plus grand fournisseur de tenues de triathlon Ouais. au monde maintenant, puisque c'est eux qui équipent l'équipe de France, l'équipe des États-Unis, qui équipent plein d'athlètes pro et qui est leader sur le marché des athlètes amateurs. Et donc là, je suis venu avec eux justement développer leur premier site internet, leur gestion, leur CRM revendeur, distributeur, voilà, tout connecté Génial, pour ok. qu'ils font ça. Voilà, donc, et après, on a quelques applis. Un peu plus robe de mariage, des choses comme ça. Mais voilà, on a toujours sélectionné nos clients. On n'est pas allé à la recherche de faire beaucoup de clients. C'était vraiment voilà, en complément du site de foot et puis faire des projets qui nous intéressaient. Dans le sport, du coup. Dans le sport, ouais, énormément Ouais. dans le sport, quoi. Ok. C'est quoi ta plus-value que tu vends finalement à un client par rapport à une autre agence de communication? Alors moi, ma plus-value, c'est que... Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. En tant qu'ingénieur informatique, je suis un peu contre et un peu hostile à tout ce qui est WordPress, WooCommerce, PrestaShop, enfin, tous ces trucs déjà prémontés, Wix. Voilà. Moi, ce que j'arrive quand on vend, c'est qu'on lui vend une solution pour lui, que pour lui. C'est-à-dire qu'on lui développe que pour lui. On fait la base de données voilà, il va avoir un système qui est vraiment dédié. Et l'avantage qu'on a avec ça, et c'est pour ça que les clients aussi gardent avec nous, c'est-à-dire que quand ils ont une modif à faire, quelque chose de très spécifique, et on va avoir la capacité à le faire très rapidement puisque c'est nous qui avons tout développé. Et donc, on n'est pas bloqué par aller acheter un plugin qui va faire ci, qui va faire ça. Donc, on peut aller vraiment et faire au cœur de ce qu'il veut, des exceptions. Et donc, ça va beaucoup plus vite pour développer. Puis, on a une relation avec le client qui est beaucoup plus simple comme ça. Ok, bon, c'est une belle manière de se démarquer un peu des autres et de Voilà, la concurrence voilà. qui fait du no-code aujourd'hui, C'est ça. fait des choses un peu... Donc nous pour l'instant, ok. non, moi dans l'agence je fais pas de no-code, je suis un peu contre, je suis à de la vieille école, hein. Donc, Ouais. je trouve que faire du spécifique ça a quand même des avantages et d'ailleurs on retrouve beaucoup de personnes qui arrivent avec leur WordPress ou commerce et qui disent là je voudrais installer un module, enfin je voudrais que les pics soient dégressifs par 10, par 15, par 20, quand je fais ça, on va trouver un plugin, il y en a pas.
Donc, si on l'avait développé manuellement, on aurait mis 1 heure pour le faire, quoi. Donc moi, c'est le discours. Et on a récupéré beaucoup de sites comme ça aussi, hein, de gens qui voulaient aller plus loin dans le développement. Donc c'est bien de commencer par un WordPress. Je pense qu'après, il faut aller un peu plus loin quand on veut vraiment grossir, faire quelque chose, il faut aller un peu plus loin. Un peu plus gros. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu l'adaptes aujourd'hui à tes différents business et notamment à l'agence de communication? Ouais, on commence à vraiment s'en servir. On a mis les nez dedans il y a maintenant 1 an. Moi, ça m'a intéressé tout de suite. Je m'en sers pour l'agence de presse et pour les journalistes, pour de l'aide aux journalistes. Et je m'en sers aussi dans l'agence de communication. Là, ça va être plus pour le côté graphique, pour essayer de générer une idée de logo, pour essayer de générer une idée de design, des choses comme ça. Et je m'en sers aussi beaucoup pour tout ce qui est actu, pour agrémenter un site internet. C'est hyper important à faire des guides, à faire des choses comme ça. L'IA pour ça, pour faire de la rédaction web pure, pour du référencement, ça a été une avancée énorme et une aide énorme. Et quand on sait bien se servir de ChatGPT, notamment, et là j'ai mis en place l'API, moi, pour mon agence de communication et mon agence de presse, c'est-à-dire pour Made in Foot, c'est-à-dire que ChatGPT, par exemple, après un match, moi je reçois des centaines, voire des milliers de data sur un match, les positions des joueurs, les hors-jeux, les expected goals, les buts, les cartons et tout ça. Ce que je fais, c'est que je lui donne à ChatGPT, après la fin de chaque match, et je lui dis fais-moi un résumé entre les deux, des statistiques, mets-moi-le en forme de façon, et il va me générer une news automatiquement sur ces stats-là. Je fais ça pour du programme télé, je fais ça sur beaucoup de choses, voilà. Donc je me sers de l'IA pour retransformer et pour écrire des articles. Voilà. Après, les journalistes, ils ont une base, ils le reprennent, ils le réécrivent, ils voient ce qui ne va pas, ils le remettent en forme, ils corrigent s'il y a un problème et ils le mettent en ligne. Donc c'est quand même une aide pas mal pour synthétiser des datas, c'est quand même pas mal. Est-ce que ça va amener à que tu aies besoin de moins de journalistes? Non. J'irais dire jusqu'à même plus de journalistes. Non, tu as toujours besoin d'eux. C'est impossible. Ouais. Okay. Et puis ça, pour ChatGPT, pour qu'il puisse nous retranscrire des choses, il lui faut du contenu. Donc nous, en plus sur le foot, comme c'est de l'actu chaude, ChatGPT n'est pas capable pour le moment de traiter de l'actu chaude. Oui, il revient que un an et demi. Un an et demi, ouais. ChatGPT 4, c'est un peu plus. Mais on aura toujours besoin de gens qui fournissent du contenu pour alimenter l'intelligence artificielle. Et puis après, bon, ChatGPT, c'est bien, mais bon, il fait des phrases, il fait des choses sympas, mais il faut quand même relire, il faut quand même aller. Donc non, nous, c'est vraiment... Et puis c'est des outils que je vais leur offrir pour les aider à construire un article. Voilà. Ça va leur faire gagner du temps, oui, gagner du finalement. Ouais. Ok. Mais si ça leur fait gagner du temps et qu'un journaliste aujourd'hui, avant, il pouvait faire 3 articles par jour, je vais te dire une bêtise, Ouais. et qu'aujourd'hui, il peut en faire 6, au lieu d'avoir 10 journalistes, tu as peut-être besoin d'avoir 5 aujourd'hui. Après, chacun a sa sensibilité, chacun amène. Et puis après, nous, comme on couvre 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24, on a toujours besoin d'une équipe. On va toujours manquer de journalistes. Donc là, oui, c'est peut-être un moyen... Ça permet de faire plus de choses. Ça leur permet de faire plus de choses. Là, on voit par exemple que on va essayer de mettre en place, nous, un système qui va automatiquement prendre la news d'un lecteur et en faire une vidéo ou en faire pas un podcast, mais un audio qu'on va pouvoir mettre sur le site. Ça, c'est des choses, voilà. Oui, j'aurais pu prendre un technicien qui va faire que ça, mais bon, ça peut pas être un boulot à plein temps. Donc, ça peut être qu'une contrainte pour un journaliste existant de le faire ça. Donc, ça va lui faire gagner du temps. Et se concentrer sur l'écriture, moi avec l'intelligence artificielle, de lui offrir des nouveaux outils qui vont lui faire gagner du temps et qui se consacrent lui à l'écriture. Et puis à la mise en avant sur Facebook, et puis à aller faire une vidéo, puis à aller faire... Voilà. Ça va permettre de générer beaucoup de choses comme ça. Ok, super. Si on passe maintenant sur Sported, je le prononce bien, c'est Sported. Ouais, ça. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est ce projet-là que tu as monté récemment et qui prend beaucoup d'ampleur? Alors, comment c'est venu? C'est venu par rapport au Covid. Donc moi, j'avais déjà une idée avant le Covid de monter une plateforme un peu, pas concurrente au Boncoin, mais quelque chose, parce que voilà, moi, je fais beaucoup de sport, je fais du triathlon, je fais de la course à pied, je fais du vélo, donc j'ai du matos à vendre, et puis on n'avait que le Boncoin pour y aller, donc trouver un vélo ou des chaussures au milieu d'un canapé. Enfin, le Boncoin, c'était pas terrible. Donc, mais bon, avant, j'avais pas le temps de me lancer dans le développement de ça. Bon, le Covid est arrivé, le confinement est arrivé, le foot arrêté. Il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match. Ouais. Donc là, activité arrêtée. Les clients, une fois qu'on avait fini ce qu'on avait en cours, tout s'est arrêté.
Comme je suis un peu hyperactif, j'allais pas rester sur mon canapé toute la journée. Et donc là, j'ai vu justement pendant les premiers jours du Covid, mes 2 filles et ma femme faire des paquets Vinted toute la journée. Je me suis dit: «Ah, il se passe un truc quand même avec la seconde main, je vais m'intéresser un peu plus à ça», et puis je me suis dit, «C'est ce qu'il faut dans le sport, il y a rien». Donc je me suis enfermé, dans mon bureau avec mon home trainer, donc je faisais, du vélo le matin, du vélo le soir et entre les 2, j'ai codé Sportid. Heu, donc là, j'ai commencé par faire l'appli, et puis, bah, la base de données, l'appli, les process, avec les API de paiement, la sécurité, parce que je voulais que ça soit sécurisé. Et donc j'ai profité de cette année 2020 pour développer ça. Et puis, je me suis dit: «Bon, voilà, l'outil est prêt, ça a l'air de bien marcher, faut que je me lance, quoi». Et donc Est-ce que tu peux le redéfinir et le réexpliquer bien aux ouais. gens qu'est-ce que c'est Sportid? Parce qu'on en a parlé ensemble juste avant, mais pour que les gens comprennent bien Donc exactement. Sportid, c'est une plateforme d'achat et de vente d'articles de sport entre particuliers, avec donc en gros, on va dire un Vinted du sport, hein, mais on l'a voulu lui donner, plus un côté humain, plus un côté social. Donc c'est-à-dire qu'on peut venir créer son propre Sportid, avec en définissant ses sports favoris. On peut s'abonner à des gens, donc il y a un côté social. On peut créer sa propre équipe, dans Sportid, et plus on va avoir d'inscrits, dans son équipe, et ben plus, moi on va lui reverser des commissions sur les achats et ventes de ses filleuls. Voilà, on voulait vraiment que ça soit un côté social, un côté économique, un côté renouvellement de son matériel de sport. Voilà, donc on voulait vraiment rentrer là-dedans et d'intégrer surtout toutes les antennes du sport. Donc aussi bien les particuliers, les athlètes pros, les athlètes amateurs, les clubs, les fédés, les ligues et les marques. Donc voilà, on voulait vraiment regrouper, et donner une solution de seconde main à tout l'univers du sport. C'est très tendance parce que ça, il y a plusieurs impacts. Il y a l'impact social, il y a l'impact Économique écologique et, et économique. et économique, évidemment. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché Ouais. aujourd'hui qui se différencient. Comment tu arrives à finalement toi te différencier d'eux et arriver à battre un peu la concurrence sur ces marchés-là? Alors, si j'enlève les généralistes, Boncoin, Vinted, etc., nous, j'ai monté cette plateforme-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas voulu transformer un PrestaShop ou un WordPress ou un WooCommerce, un B2C classique en C2C, parce que c'est quand même un développement hyper spécifique, de vendre entre particuliers. Il faut qu'il y ait de la sécurité, il faut qu'il y ait, de la sécurité sur les livraisons, sur, l'argent, sur les échanges. Donc voilà, c'est un développement spécifique qu'on a fait, assez lourd, qui permet d'avoir la main, et de développer en permanence des choses et d'être, à l'écoute de ce qui se passe sur la plateforme, du retour des gens pour améliorer le produit en permanence. Nous, on a la chance de la société donc d'avoir tout en interne, de faire la com, de faire la dev, donc on est hyper réactif là-dessus. Et après, moi, la différence que j'ai par rapport aux autres plateformes qui se sont montées dans le sport, c'est il y en a d'autres qui se sont montées sur des verticales un peu spécifiques, donc outdoor montagne, vélo pur. Moi, tout de suite, j'ai voulu me monter dans le généraliste parce que je suis parti de l'idée de base à me dire, bah, moi, je suis une famille de sportifs, ma femme fait du fitness, mes filles font de la gym, mon fils fait du foot, moi, je fais du running et du vélo. Si j'ai besoin de vendre mon vélo sur un site, que je récupère l'argent, que je vais acheter un juste au corps sur un autre, que je vais acheter des matériels d'équitation sur un autre, ça n'a pas de sens. Donc, si moi je vends mon vélo, il faut que sur la même plateforme, je puisse racheter un kimono. Donc, c'est pour ça que tout de suite, j'ai voulu que ça soit généraliste. Ok. Et c'est quoi le volume aujourd'hui que vous avez de vente, de transactions sur Sportid? En ce moment, là, sur les 12 derniers mois, on a fait 180 000 euros de volume d'affaires, donc Ok. d'échange d'argent, avec une bonne augmentation à partir du mois de septembre, Ok. où là, on a vraiment vu que, alors l'inflation, peut-être aussi un peu un aspect écologique qui rentre en jeu. Je pense que l'inflation, il fait beaucoup quand même. Où là, on a eu énormément de produits qui sont rentrés sur la plateforme, de septembre jusqu'à Noël. On a vraiment vu un boost là. Ok. Pour se différencier et pour arriver à capter un maximum de personnes, ça demande d'énormes moyens de communication. Qu'est-ce que vous mettez en place? Et j'imagine que toute ton expérience avec l'agence de communication sert énormément sur Sportid. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour vous développer le plus facilement? Est-ce que vous avez prévu de lever des fonds, de faire des campagnes de marketing? Alors voilà, on a fait quelques levées de fonds. On en a fait 3 là depuis le début. Alors des toutes petites au début, c'était vraiment pour soutenir l'activité. On en a fait une plus importante dans l'entourage, au mois de juillet l'année dernière. Comme je disais déjà au début de ce podcast, j'ai la chance avec cette application, de tout développer en interne. Donc les seuls coûts que j'ai,
c'est du marketing et toutes les levées de fonds que je fais et que je suis en train de préparer que je vais faire, c'est pour faire du marketing et de la pub et de tester ça. Donc voilà, tout notre argent, tout ce qu'on gagne est consacré justement à faire du développement marketing. Donc ça passe par beaucoup de pubs Facebook, Insta, qui marchent quand même très très bien, pub Google pour être présent sur les moteurs de recherche, travailler le référencement qui est hyper important parce que c'est quand même un moyen gratuit, c'est un travail, mais après c'est un moyen de pérenniser dans le temps des visiteurs gratuitement. Et on a testé quelques campagnes télé avec plus ou moins de succès. Et on travaille avec une agence de presse sur Paris. C'est vraiment là, pour le coup, la seule entité qu'on a externe à la société. On travaille avec une agence de presse qui fait super bien son job. Donc là, pour avoir des interviews à la radio, on est passé sur TF1, on est passé sur M6, on a des articles de presse assez régulièrement. Donc voilà, pour avoir de la notoriété et faire que on devienne la référence de la seconde main dans le sport. Donc là, au début, pour vous donner un chiffre, on payait, quand on a sorti en février 2021 la plateforme, donc on l'a sorti en 4000 sans faire de pub pour tester les process. Donc on a vraiment commencé en septembre 2021 à faire de la communication, notamment au début avec des influenceurs. Donc, il y a eu Marine L'Orphelin, par exemple, Miss France, qui est venue. Donc là, ça a très bien marché. Donc là, ça a commencé à prendre. Et on a travaillé rapidement avec une agence de presse et donc qui a joué sur la notoriété de Sporty. Donc, on va dire qu'en septembre 2021, on payait quasiment 99% de nos inscrits. Là, maintenant, avec la notoriété, on paye entre 75 et 80% de nos inscrits. C'est génial. Donc, on a 20% qui arrivent naturellement par le bouche à oreille ou par les campagnes de pub, de télé, voilà. Donc, on a réussi à baisser le CPM à ce niveau-là. Génial. Est-ce que tu te sers de tes autres activités pour mettre de la pub, entre guillemets, gratuitement et faire venir du monde sur Sporty ? Sur Made in Foot, ouais, je m'en suis servi, notamment pour faire des backlinks intéressants ou des articles sponsorisés qui permettent de faire revenir sur Sported. Et j'ai mis quelques campagnes d'auto-promo. Donc les campagnes d'auto-promo, c'est quand sur Made in Foot, il y a un endroit de la pub où il n'y a personne qui vient acheter dessus. Plutôt que de diffuser un carré blanc, on va diffuser une campagne d'auto-promo pour Sported. Ok, donc en plus tu t'en sers comme ça. Ouais, bien sûr. C'est une manière intéressante. Ok, c'est quoi le modèle financier de Sported ? Comment vous rémunérez ? Alors le modèle financier, il est assez simple, comme les plateformes, c'est-à-dire qu'on prend une commission sur l'acheteur. Donc c'est-à-dire que si le vendeur vend un article 100 €, il va retoucher 100 €. Nous par contre, on prend une commission sur l'acheteur qui est de 7,5% plus 99 centimes. Ensuite, on a la publicité en ligne. Ces sites-là, c'est des sites qui génèrent énormément de pages vues. Le Bon Coin, c'était son modèle économique avant que Vinted vienne tout fracasser. Et donc, il ne vivait que par la pub, le Bon Coin, ou par le boost des annonces. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et il y a aussi donc, le boost d'annonces qui part de 2 € jusqu'à 10 € pour mettre en avant ces articles. Et donc là, c'est pareil, c'est un système vertueux, c'est-à-dire que plus on va avoir d'inscrits, plus on va avoir de produits, plus on a de produits sur la plateforme, plus on veut que nos produits soient en tête de liste. Si on regarde Vinted ou le Bon Coin, les 10 premières pages, c'est des produits boostés. Ouais. Et donc là, plus on va faire de chiffres pour être mis en avant. Et la quatrième, c'est on va prendre une commission sur les vendeurs pros. On va leur prendre 5% de leur vente en plus d'être sur la plateforme. Alors attention, sur les vendeurs pros, on ne veut pas se transformer en un nouveau privé de sport shop ils font bien leur job. On ne veut pas transformer. Nous, on veut accueillir des pros qui ont un sens écologique, donc ils ont une nouveauté sur leur packaging, sur leur façon de faire, ou alors qui ont des anciennes collections qui ne reviendront pas dans le circuit. Donc pour éviter qu'ils stockent ça ou qu'ils le brûlent ou qu'ils amènent ça à la déchetterie, voilà. On va leur permettre, nous, de vendre des anciennes collections. C'est des choses qu'on a fait avec 0D, c'est des choses qu'on a fait avec Mavic. Voilà, ils avaient des anciennes collections de 2010, 2011, des produits neufs qui ne reviendront pas dans le circuit. Et donc ça peut servir et ça reste de la seconde main. Voilà. Donc on essaye de travailler des pros qui restent dans notre ADN. Mais sans rediffuser tout et n'importe quoi, juste pour des raisons financières. Voilà, il faut que ça reste l'ADN de la seconde main et que ça soit avantageux pour les utilisateurs. J'ai une vision d'une marketplace où on peut en vivre que si elle est très connue, très populaire. Est-ce que c'est une vision qui se confirme ou pas ? C'est ça.
Ok. Obligé, ça c'est vraiment, voilà. Nous, pour l'instant, on gagne pas d'argent hein, avec Sportid. On reverse tout pour arriver à un certain nombre d'inscrits qui, selon notre business model, va nous permettre de passer à l'équilibre. Et donc oui, il faut du volume parce qu'on prend une petite marge. Pour faire du volume, il nous faut des inscrits parce que des inscrits, ça nous amène des produits. Là, jusqu'à septembre, on était à 42% de moyenne des inscrits qui venaient mettre un produit. On est passé depuis septembre à 60%, voire 65%, ce qui est énorme. Moi, c'était un peu mon inquiétude, un peu ma crainte quand j'ai créé Sportif, c'est dire comment je vais faire pour avoir des produits. Enfin, les gens, ils vont vouloir acheter, mais et en fait, non, c'est le contraire. On a énormément de produits. Et donc, bah, plus on a de produits, plus notre gamme augmente, plus les gens s'y retrouvent. C'est-à-dire qu'on va passer de 10 paires de chaussures Nike Pegasus pour courir en 42. Quand on en a 10, bah, on va avoir moins de chances de vendre que si on en a 100. Donc, voilà. Il faut avoir du monde pour avoir du monde, pour avoir des produits et puis pour que la machine s'engage. Donc, il faut faire de l'inscription. Il faut pas que ça soit déceptif pour les gens quand ils viennent mettre un produit. Il faut qu'ils vendent rapidement aussi. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'avec Le Bon Coin ou Vinted ou des choses comme ça, bah, les gens ils vont mettre leurs produits sur plusieurs plateformes. C'est le premier qui vend qu'à gagner. Hein, donc c'est important. Et nous, on est en train de monter des systèmes pour essayer de les fidéliser justement, pour qu'ils restent sur la plateforme un peu plus longtemps, quoi. Ok. Et vous êtes à combien d'inscrits aujourd'hui? À combien ça serait le point d'équilibre? Là, on a passé les 150 000 inscrits. Ok. Et le point d'équilibre se trouve entre 500 et 600 000 inscrits, ce qui n'est pas énorme pour le marché français. Et donc, c'est ce qu'on va aller chercher en 2024. Là, on prépare une nouvelle levée de fonds et qui va être plus conséquente. Hein. On cherche entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc, c'est pas non plus énorme, hein, mais pour consacrer le tout à la publicité et se développer en France, enfin, consolider la France et la Belgique, nos deux secteurs. Et pourquoi pas s'ouvrir à Espagne, Italie et Allemagne. C'est ce que j'allais te demander, si tu as un secteur un petit peu de prédilection sur le reste après, donc plusieurs autres pays pour le développement de Sportid. C'est quoi aujourd'hui ton quotidien en tant qu'entrepreneur? C'est-à-dire que tu as plusieurs activités. Est-ce que tu as une semaine type, même si à chaque fois je le dis, je déteste cette question-là, Ouais. hein, parce qu'on n'a jamais de semaine type quand on est entrepreneur. Mais pour que les gens comprennent bien, si tu peux parler en pourcentage, il y a 50% de mon temps là, 30% de mon temps là. Bah, c'est vrai que c'est compliqué, ça dépend des semaines et ça dépend de L'avancée des projets. l'avancée des projets, là où j'en suis. Alors, je peux être amené sur la partie Made in Foot à développer une nouvelle rubrique, donc ça va me prendre une semaine, donc je vais travailler plus sur cette partie-là. Bah, en gros, je travaille sur l'agence de presse et Sportid, ça va occuper 100% de mon temps. L'agence de com va venir en second temps parce qu'on ne va pas chercher de nouveaux clients, donc ça va être plus en accompagnement, puis il y a d'autres personnes qui s'en occupent. Alors moi, comme je fais des journées de 8h, 20h et que je fais même le service client le samedi, dimanche sur Sportid, je fais des semaines, voilà, on va dire que je fais quasiment 2 fois 35 heures dans la semaine, donc je le fais, on va dire, quasiment un 50-50 ou un 60-70 pour Sportid, 30% pour l'édition, mais même si ça va dépendre des semaines, quoi. Ok, ça marche. Et tu arrives à jongler entre la vie de famille, tu disais tu travailles beaucoup du coup, et la vie professionnelle. Comment tu arrives en fait à gérer ça? Bah, j'essaye au maximum de passer du temps. Je fais aussi plus de 10 heures de sport par semaine, donc il faut que je le cale. Ah oui, oui. Ouais, donc je suis un peu hyperactif, je dors pas beaucoup, donc voilà, je profite quand même de mes filles et de ma femme quand même énormément, donc je passe quand même beaucoup de temps à la maison. Quand je peux faire du télétravail là pendant les vacances, bah voilà, ça me permet d'être avec eux. Bah, le soir aussi, on passe des moments. Non, j'essaye de privilégier les deux. Hein. Je suis pas tout le temps non plus 100% boulot. 100% boulot, 100% absent, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut. Il faut trouver un équilibre Oui. pour réussir professionnellement aussi. Ok, est-ce que tu as des actus dont tu veux nous parler, que ce soit pour Sportid, pour l'agence de com, qui vont sortir prochainement, des choses qui Bah, vont pour être mieux? alors pour l'agence de presse, ce que j'ai pas dit avant, c'est qu'on a fait un partenariat donc pendant le Covid avec Ouest France. Et donc maintenant, on est partenaire Ouest France sur cette partie-là. Donc c'est pour nous, ça nous donne une notoriété supplémentaire qui est importante. Et puis on travaille avec une équipe justement qui est là pour nous faire développer la publicité, être au courant des derniers problèmes de la CNIL, du RGPD. Donc c'est quand même une grosse contrainte hein, pour les sociétés dans le web. Donc d'avoir quelqu'un en soutien
sur ces parties-là, c'est hyper important. Et puis pour Sported, l'actu chaude, ça va être, nous cette année, on va se concentrer. Là, on s'est concentré vraiment sur les particuliers, la pub Facebook, et là, on va se concentrer vraiment cette année sur aller chercher les clubs, les ligues et les athlètes professionnels pour donner de la notoriété à notre plateforme. En plus, il va y avoir les JO, donc on pense vraiment que d'avoir un ambassadeur pro, d'avoir une ligue, d'avoir des choses comme ça va donner de la crédibilité à la plateforme et faire cet effet d'encouragement auprès de tout le monde. Et donc là, on vient de signer avec la Ligue Occitanie Tennis un partenariat dans leur développement RSE. Ils vont proposer un club, justement, Ligue Occitanie Tennis, où les gens vont venir s'inscrire par le biais de la Ligue sur Sported et vendre leur matériel de tennis et de paddle sur la plateforme. Et nous, on va reverser une commission en tant qu'apporteur d'affaires à la Ligue Occitanie Tennis. Et donc là, la Ligue Occitanie Tennis, ça va être le premier venu. Après, le but, c'est de chercher d'autres ligues, pourquoi pas des fédés et des clubs. Voilà. Ça va être l'objectif de 2024, ça va être vraiment aller toucher le cœur des sportifs amateurs, quoi. C'est quoi en quoi elles sont réticentes par rapport à ce modèle-là que on voit là, en fait, vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Elles touchent une commission, elles permettent à leurs utilisateurs d'avoir une nouvelle, leurs licenciés, pardon, une nouvelle fonctionnalité pour vendre leurs affaires, pour gagner de l'argent et en acheter pas cher aussi. Enfin, Ouais. entre guillemets, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. En quoi elles peuvent être réticentes? Alors, les clubs notamment, alors c'est pas de la réticence, mais on va dire que les clubs amateurs, ils sont gérés par des bénévoles. Oui. Et donc, on arrive, nous, avec une solution, même si on gère tout, même si on leur rajoute quand même une contrainte. Parce qu'il faut qu'ils communiquent dessus. Donc même ici, nous, on va les aider à communiquer. Donc voilà. Donc aller chercher des gros clubs, avoir une ligue moteur, avoir des choses, et puis leur bien, nous aussi, d'être meilleurs, hein, pour leur faire comprendre que c'est une solution, qu'ils ont rien à faire, que ça peut être qu'un plus pour eux. Mais bon, après, il y a les clubs qui veulent toujours organiser de leur côté leur petite brocante, leurs petites choses. Donc voilà. Et puis comme c'est un milieu justement de bénévoles, et qu'ils ont une vie de famille, un travail, et qui consacrent énormément de temps au club. Nous, on vient en plus leur rajouter ça. Donc pour l'instant, ils n'ont pas tous franchi le pas. Les gros clubs, certains gros clubs de gym, de vélo, on arrive à parler avec eux. Mais voilà, pour aller plus loin, il faut qu'on arrive à peut-être nous structurer pour avoir une équipe vraiment en interne qui va gérer les clubs pour pouvoir justement les aider à se développer eux et pas leur donner cette contrainte supplémentaire de communication, de gestion, etc. Et finalement, en passant par les ligues, si ça vient d'un peu plus haut et qu'ils voient un partenaire, moi je le parle, je suis président d'un club de handball et c'est vrai que si je vois un partenaire de la Ligue Occitanie de handball ou même de la Fédé de handball, je vais de suite aller beaucoup plus vers lui que par ces personnes, parce qu'en tant que président de club ou quoi, on est énormément sollicité par beaucoup de personnes pour toujours faire les nouveaux maillots qui sont à la mode, qui sont tendance, toujours la nouvelle marque qui sort de running qui devait être présentée, parce que les marques voient des points d'entrée dans ces personnes-là pour vendre des choses à tous les consommateurs qui sont autour. Et c'est vrai que si on vient d'un peu plus haut, je pense que c'est la bonne manière de gagner la crédibilité, en tout cas, de ces personnes qui sont décisionnaires dans les clubs. C'est ça. Et puis à nous aussi, dans notre discours, à être meilleurs pour leur présenter. En fait, nous, on n'a rien à leur vendre. On n'a que des choses à leur faire gagner. Ouais. Donc, oui, ça leur coûte rien d'être partenaire. Ça leur coûte rien. Et puis en fait, c'est là où notre discours, je pense qu'on n'est peut-être pas aussi assez bon, parce que la première chose qu'on voit, je pense qu'ils ressentent, c'est qu'ils me disent, voilà, attends, c'est gratuit, mais dans un an, ils vont me demander un abonnement. Ouais. En fait, c'est pas le cas. Ouais. Nous, voilà, ils sont là en tant qu'apporteurs d'affaires, participent à la plateforme Sported, ils font de l'affiliation. Nous, ça nous amène des inscrits. C'est gagnant-gagnant, en fait. Et c'est gratuit pour leurs licenciés aussi. C'est ça. C'est gratuit pour tout le monde. Commission sur. Voilà, exactement. Ok, très bien. C'est quoi le persona que tu as le plus sur la plateforme et comment tu le travailles au maximum? Alors là, on essaye un peu tout. On va essayer. Alors ça part du message, ça part de la créa, mais c'est pareil, comme on est multisport, on va pas parler à des fans d'équitation pareil que des fans de running ou des fans de foot. C'est pas la même. Voilà. Et c'est ça un peu la difficulté de la communication qu'on a, c'est que autant on est généraliste, mais on peut pas être généraliste dans la communication. On peut pas faire un moule et le reproduire pour tout le monde. Il faut vraiment aller toucher. Sur l'équitation, ça va être mettre des enfants en avant. Sur des running, c'est des beaux paysages avec du trail, etc. Donc, en fait, il faut s'adapter, il faut tester. Donc, on met pas mal, nous, de campagnes en test. On regarde ce qui marche. Quand ça marche, on les pousse. Voilà, on fait pas mal d'A/B testing. On y va un petit peu. On fait beaucoup de tests.
et on regarde ce qui marche, quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver sur les prochains mois, les prochaines années, dont tu veux nous parler sur Sported et sur Made in? Bah, sur Sported, où là, on va se concentrer à fond sur le développement. Selon la levée de fonds, moi, j'aimerais bien rapidement aller aussi sur tout ce qui est pays un peu plus, enfin, pays européens étrangers, Espagne, Italie, Allemagne dans un premier temps. Là, quand on a développé nous la plateforme, c'est quelque chose qui est prêt. Donc, nous, on est prêt. Alors après, on peut pas y aller sans argent hein, parce que ça sert à rien de lancer sans communication. Le frein qu'on a pour le moment, c'est les transporteurs. C'est-à-dire que, alors même si on est en Europe et qu'on a l'impression que tout est ouvert, c'est-à-dire que si on passe par un Chronopost ou un Colissimo, un Chronopost va être capable de faire France-Belgique, par exemple, mais il n'est pas capable de faire Belgique-Belgique, Belgique-France. Donc nous, dans notre modèle économique, c'est pas possible. Il y a que Mondial Relais avec, en passant 3 contrats différents, qui a réussi à le faire. Et donc, bon, ils sont au courant, hein, Chronopost, Colissimo, qu'il faut qu'ils s'ouvrent là-dessus. Donc c'est un peu la contrainte que nous, on a pour le moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'acteur à part Mondial Relais qui est capable de faire un France-Espagne, Espagne-Espagne, Espagne-France. Ok. Donc, Et du coup, pourquoi pas te servir de Mondial Relais à 100% parce sur... qu'il faut qu'on, bah, c'est ce qu'on fait, hein, Ouais. c'est ce qu'on va faire pour les ouvrir, mais après il faut qu'on ait une offre un peu plus évoluée parce que Mondial Relais n'a pas des points relais non plus partout. Ah oui, c'est que en point relais, Mondial Et Relais, oui, c'est c'est ça. pas à la C'est pas en livraison à domicile. domicile. Ok. Alors on a Colissimo qui va pouvoir faire, mais que de France vers le pays étranger, donc faire un France-Espagne, mais on va pas pouvoir faire un Espagne-France. Donc après, ça voudrait dire monter des contrats avec des transporteurs Locaux. des pays. Mais pour ça, il faut monter une société dans les sociétés Dans le pays. Dans le pays. Ouais. C'est pour ça que vous aurez remarqué, Vinted, ils n'ont pas qu'un seul nom de domaine. Un Vinted.es, un Vinted.it, un Vinted.cz, un Vinted.de. Et en fait, c'est parce qu'ils ont des identités un peu partout pour gérer ce problème de transporteur. Et au début, Vinted, alors maintenant ça s'ouvre un peu plus avec les traductions, mais n'était cantonné que il y a le Vinted France, on ne vendait qu'aux Français et aux Belges. Vinted allemand, on vendait qu'aux Allemands. Oui. Alors maintenant ça s'ouvre un peu. On a eu des messages, des news qui venaient Voilà. au fur et à mesure où les pays s'ouvraient. Voilà, ils s'ouvrent un peu voilà, entre les communautés, mais sinon ils ont chacun leur entité propre dans chaque pays, quoi. Ok. Et pour Made in, c'est quoi le développement? C'est quoi ce qu'on peut te souhaiter sur les prochaines années? Bah pour Made in, là, sur l'agence de communication, alors, comme on dit, on peut pas tout faire. Je peux pas tout faire non plus, donc je peux pas à trop vouloir faire, on va mal faire. Donc, je me concentre sur l'agence de communication. J'ai décidé, alors pas de la mettre en stand-by, mais de garder les clients existants, les clients qui me plaisent, et continuer à développer avec eux leurs produits. Et puis pour Made in Foot, bah, ça va être de continuer à développer. Il y a l'Euro qui arrive de foot, et ça va être voilà d'être encore meilleur, de faire plus de pages vues. Et puis d'ouvrir encore à de nouveaux journalistes, à de nouveaux médias, faire un JT, voilà, essayer de suivre un peu la tendance de tout ce qui se passe en ce moment. Passer en mode vidéo? On fait un JT. Alors, on a essayé quotidiennement, mais c'est compliqué, hein, ça prend du temps. Donc là, on fait un JT à peu près toutes les semaines de l'actu du foot. Ou alors, quand il y a une actu chaude, on va le transformer en vidéo. Mais on essaye de faire de plus en plus de vidéos parce que c'est important aussi, nous, d'enrichir nos propres actus d'un contenu vidéo. Donc, c'est important pour garder. Ça rajoute de la valeur, ça garde l'utilisateur sur la page, etc. Tout à fait. Et puis après, ça nous donne un autre point d'entrée parce qu'on est sur YouTube, parce que Facebook met plus en avant le propre contenu vidéo. Donc ça nous permet de faire des choses comme ça. On a essayé de faire un podcast aussi. Bon, mais après, voilà, il faut du temps, il faut du monde. On ne peut pas être partout. C'est ça. Donc on se concentre sur ce qu'on fait. Puis une fois qu'on l'a bien fait, qu'on est bien en place, et ben, voilà, on essaye d'ouvrir de nouvelles brèches. Et quand ça prend, on le développe. Voilà. On fait beaucoup d'essais. Hein. On est une petite TPE. Hein. Donc on fonctionne beaucoup par essai. Et dès que ça match, et hop, alors on va pousser dans le sens où à développer un peu plus en profondeur. Génial, super. Bah écoute, j'ai 2 dernières questions pour clôturer ce podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, qui est au début de son aventure ou pas, un entrepreneur qui a besoin d'un conseil qui t'a impacté toi et qui t'a aidé dans ton aventure? Alors, le premier conseil, c'est que déjà, il faut être persévérant, beaucoup travailler. Il va y avoir des hauts, des bas, forcément. Hein, c'est pas facile tous les jours. Et je pense que même c'est difficile, alors pour moi ça peut être difficile, mais c'est faire confiance aux autres. On n'est pas tout seul, il y a des gens très compétents, il faut savoir écouter les autres, prendre des gens ce qu'ils ont à nous donner, faire le tri bien sûr après, mais voilà, rester à l'écoute,
pas être sûr qu'on est le seul à avoir la science infuse et la vérité. Voilà, on peut se tromper. On a souvent des ornières. Hein, on est souvent, donc surtout quand on développe son propre business, on est sûr de soi. Et puis quand on va le présenter aux autres, ils vont pas comprendre. Donc voilà, écouter les gens à l'extérieur, prendre tous les conseils et voilà, savoir bien s'entourer aussi. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais me donner là où on peut te contacter sur LinkedIn, sur Instagram, si on veut échanger avec toi pour parler de Sportid, pour parler de Made in, peu importe. Sur LinkedIn, moi, c'est Greg Cottret, Ok. C-O-2-T-R-E-T, faut pas mettre de E, donc facilement trouvable. Sur Instagram, c'est Greg CTTR. Voilà, c'est les 2 canaux, on peut me contacter facilement. Sinon, par mail, hein, greg@sportid.fr. Je réponds à tout, aux conseils, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Super. Merci beaucoup, Greg. Merci à toi. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.